Avant de monter, de prendre de l'altitude, d'aller vers les massifs alpins de la Savoie et de l'Isère, on va s'interroger sur nos rues, le plus souvent dans nos villes, mais aussi un petit peu à la campagne, puisque les sans domicile fixe sont partout, malheureusement en France, et de plus en plus. Et on se pose en été la question de leur survie, alors que jusqu'alors, on s'occupait plutôt de l'hiver, Morgane. Oui, la période estivale était réputée pour être moins dangereuse, ou en tout cas l'idée reçue était que l'hiver tue plus dans la rue, et c'est peut-être pas le cas, Vincent. On va en parler avec les professionnels de la solidarité partout en France. Sud Radio Question d'été. Oui, si on en croit la chanson d'Aznavour, que la misère serait moins pénible au soleil, peut-être plus aujourd'hui, dans ces temps troublés de réchauffement climatique qui nous apportent des sécheresses, des temps de canicule, où j'ai dit qui est un terme un peu affectif, nos SDF français, enfin on va dire tous ceux qui vivent sur notre territoire, sont largement impactés. Alors, on a un homme de terrain avec nous, c'est Georges Balzac que l'on reçoit ce matin. Bonjour Georges Balzac. Bonjour. Vous êtes secrétaire et responsable des maraudes du mercredi dans le 13e, les Lucioles, comme on les surnomme. Donc une belle bande de bénévoles qui ont décidé de s'occuper un peu des autres la nuit notamment. Effectivement, nous savons depuis 2017 qu'on est sur le terrain 3 fois par semaine dans le 13e arrondissement. Et on est aussi 2 fois par semaine dans le 9e et le 15e. Et ben voilà. La balade des Lucioles. La balade des Lucioles. Et elles sont nécessaires, ces Lucioles. C'est un peu de lumière dans la nuit. Un peu de lumière pour ceux qui sont dans le noir. Et pas seulement à l'état physique dans la rue, mais je dirais dans leur tête aussi, parfois, sans perspective. Oui, on parlera de ces maraudes, notamment en pleine canicule, comment elles s'organisent, quelles sont leurs particularités avec vous. On en parlera. On a également Vanessa Benoît qui est avec nous. Elle est directrice générale du SAMU social de Paris. Bonjour Madame Benoît. Bonjour Madame Benoît. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très contente qu'on puisse parler aujourd'hui de ce sujet très important. Alors, vous m'avez sans doute entendu citer la strophe de la chanson d'Aznavour. La misère serait moins pénible au soleil. Il est évident, en cet été particulièrement impactant sur le plan de la chaleur, de la sécheresse, le manque d'eau, qui est une corrélation évidemment, que les SDF sont de plus en plus touchés en période estivale. Oui, tout à fait. La misère n'est pas plus facile au soleil, et je ne sais pas si l'été tue plus que l'hiver, mais il tue toujours autant. Ce qui tue en premier lieu, c'est le fait d'être à la rue, c'est d'avoir des conditions de logement indignes, et puis tous les problèmes de santé qui s'en suivent et qui surexposent les personnes ensuite. Et enfin, dernièrement, c'est les personnes qui seront le moins exposées aux messages de prévention. Donc tout ce qu'on a appris, nous, à force de mettre à l'ombre, s'hydrater, boire régulièrement, c'est des messages qu'elles reçoivent beaucoup moins. Ou en tout cas, n'ont pas la possibilité. Vous avez raison, Vanessa Benoît, de le dire. On ne sait pas vraiment si l'été, si les fortes chaleurs sont plus dangereuses, tuent plus les personnes sans abri, puisque la mortalité de ces personnes SDF est très mal documentée, très mal chiffrée. Il y a un collectif, le collectif des morts dans la rue, qui essaye de tenir des statistiques et qui établit depuis 2002 qu'il y a 500 à 600 décès par an en France dans la rue. Et la différence n'est pas très notable, quel que soit le mois. Finalement. On estime quand même le nombre de sans domicile fixe dans les rues et sur les routes françaises aujourd'hui. C'est combien à peu près ? Alors, on n'a pas de chiffres très précis en réalité. On sait qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui sont hébergées. Oui. Et donc, dans de l'hébergement, vous avez des gens qui, quelquefois, sont hébergés, quelquefois sont dehors. Il y a des villes qui ont organisé des décomptes pour avoir au moins une fois par an une photo du nombre de personnes dehors. Par exemple, à Paris, en janvier 2022, c'était 2600 personnes décomptées, interrogées. Mais ce chiffre, c'est vraiment un chiffre à minima. Pourquoi il ne rentre pas dans les recensements ? Il n'y a pas la case sans domicile fixe dans le recensement ? Si, ils rentrent dans les recensements, mais le problème, c'est qu'il faut aller les chercher. Le recensement, il ne va pas spontanément dans les parkings, dans les terrains vagues. C'est ce que font la Nuit de la Solidarité à Paris. Elle s'est faite avec le recensement pour améliorer la qualité des chiffres. Mais de la même manière qu'on ne connaît pas très bien la mortalité des sans-domicile fixe, et moi, je voudrais vraiment saluer le travail que fait le collectif Les Morts dans la rue. C'est un espèce de travail de fourmi. Et ce n'est pas juste pour avoir les chiffres, c'est aussi pour redonner des noms et une personnalité, reconnaître la vie qui a été perdue dans ces conditions inacceptables. Savoir est toujours mieux. Alors, Georges Balzac, vous qui êtes un homme de terrain, je le disais, puisque vous êtes sur le terrain avec l'équipe des Lucioles,
est-ce que la vision que l'on a des SDF a changé en 30 ans? On parlait, il y a 30, 40 ans, on parlait des clochards. Et les clochards, c'était une typologie de SDF bien particulière, hein, souvent alcoolisés, souvent en déshérence, etc. Le SDF aujourd'hui, il a changé. C'est plus du tout ça. Ça peut toucher tout le monde. Oui, ça peut toucher tout le monde. On a rencontré des cas vraiment très particuliers, des situations, des parcours de vie très différents. On peut avoir des gens retraités qui n'ont pas perçu leur complémentaire retraite et qui ont pendant plus de 10 ans vécu dans leur voiture. On a eu des femmes aussi dans la rue. Même des actifs? Même des actifs. Oui, qui n'ont plus suffisamment de revenus pour s'assurer un logement? Exactement, et qui ont perdu tout, même leur famille, qui ont perdu tout contact avec leurs enfants, leurs femmes. Et nous, on leur apporte avec des sandwichs et aussi un peu des viennoiseries, de l'eau. Oui, de l'eau en ce moment surtout. Hein, voilà, surtout en ce moment. Et en ayant ce premier contact, on essaie un peu de tisser ce lien social et on est là aussi pour les écouter et comprendre un peu eux-mêmes ce qu'ils font. Vous parliez de l'eau justement. Quelle est la part d'eau dans vos courses? Parce que vous faites quand même les courses avant de les distribuer. Comment vous vous organisez pendant cette période de canicule? Alors nous actuellement, depuis... vous êtes l'économe de l'association, hein, celui qui achète les denrées. Non, mais alors oui. Alors nous, effectivement, pour parler justement d'hier, nous on bénéficie d'un partenariat avec un Carrefour Market local au niveau de Var-Saint-Marcel qui nous fait des dons de packs d'eau, de 12 packs d'eau. Ah oui. Ouais. Mais comme nous, on a une forte demande en ce moment, on a des bénévoles qui achètent des packs d'eau pour pouvoir en donner. Aussi. Parce que nous, même lorsqu'on prépare les sandwichs, par exemple, hier soir, nous avons eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir au moment de la préparation pour nous demander aussi de l'eau. Et à force, nous, on a aussi eu des bénévoles qui sont partis en acheter de l'eau. Et après, l'association rembourse ces packs d'eau et on essaie de les distribuer, de les équilibrer sur les 3 parcours que l'on fait. Vanessa Benoît, Morgane le rappelait, vous êtes directrice générale du SAMU social à Paris. Donc on va parler de Paris, pour représenter un petit peu la situation en France. La sécheresse impactant évidemment la distribution de l'eau. Les robinets se sont fermés partout, et notamment les robinets des fontaines, les robinets publics. Est-ce que ça impacte énormément la consommation d'eau des gens qui sont sans domicile fixe ? Oui, bien sûr, parce que les personnes qui sont sans domicile fixe, elles dépendent beaucoup, surtout à Paris, dans un environnement très urbain, elles dépendent de ce qui est disponible dans la rue. Alors déjà, en août, il y a moins d'activités, donc il y a beaucoup de solidarité un peu spontanée qui ne se fait plus. Vous voyez des restaurants qui donnaient leurs restes, des supermarchés qui donnaient des packs d'eau. Oui, ça a été longtemps interdit de donner les denrées arrivées à date, et ça a été autorisé il y a quelques années pour pouvoir justement favoriser cet élan de générosité, au moins des professionnels. Oui, et puis en vrai, je pense pas mentir, ça a toujours existé. C'est-à-dire que le restaurant qui voit une personne sans domicile fixe devant chez lui, en vrai, il le nourrit. Voilà, si vous voulez, tout ce tissu de petits actes quotidiens qui vont soutenir les personnes et les empêcher de plonger, les maintenir à flot, en août, il est beaucoup moins présent. Et donc c'est sûr que lorsqu'il y a moins d'accès des fontaines, lorsqu'il y a moins de brumisateurs, lorsque tout ce qui est mis en place pour rendre la chaleur supportable existe moins, ça met les personnes en difficulté. C'est pour ça qu'on étend les horaires d'accueil d'accueil des accueils de jour, qui sont des lieux où les personnes sans domicile peuvent aller pendant la journée. C'est pour ça qu'on les ouvre le week-end, ce qui n'est pas toujours le cas, et qu'on essaye dans ces lieux de fournir un accès facilité aux douches, à l'eau. Nous, on en a un dans le 12e, où on a la chance d'avoir un bout de jardin, donc on a une ombrière, on a des arbres. À quel endroit, dites-nous ? Dans le 12e, c'est rue Courteline. D'accord, ok. Ouais. Pour justement cette situation qui est plus fragile, plus précaire encore en août, due à cette activité moindre et ces chaleurs qui au contraire sont plus grandes. Et aux fermetures de beaucoup de commerces, de restauration, de cafés qui peuvent être suppléer un peu ce manque d'eau ou de boissons. Et puis même certaines associations n'ont plus assez de bénévoles pour tourner en août. Enfin, voilà, donc il y a juste moins d'activités au mois d'août, et ça se ressent très fortement pour les personnes qui sont sans domicile. Il y a une activité qui continue au mois d'août, c'est le numéro d'urgence 115, dont à Paris, c'est le SAMU social de Paris qui répond. En 2 mots, rappelez-nous le rôle du numéro 115.
Alors le 115, il répond tous les jours, à tout le temps, H24, 7 jours sur 7, aux personnes qui sont en situation de rue. Il enregistre leurs demandes, il les oriente, il évalue leurs besoins. Ou aux témoins de situations critiques de SDF, peut-être. Oui, absolument. On peut aussi faire des signalements. Je peux être un particulier, appeler le 115 pour signaler une situation. Le 115 peut vous orienter vers les accueils de jour dont je parlais, vers des ressources qui existent. Il peut vous parler des bains-douches, par exemple, à Paris, des îlots de fraîcheur à Paris. Donc il a tout un rôle d'information, de sensibilisation, il rappelle les gestes. Et puis après, si ce que vous souhaitez, c'est de l'hébergement, et c'est quand même souvent le cas quand on est à la rue, il va enregistrer votre demande et vous répondre du mieux qu'il peut. Malheureusement, on n'a pas la capacité de proposer un hébergement à tous les gens qui nous appellent tous les jours, mais en tout cas, toutes les places dont on dispose, on s'assure qu'elles sont occupées. Oui, parce que ce qu'on veut éviter, c'est d'en arriver à des extrémités, comme on l'a vu une fois au mois de juillet. Ce qui se fait souvent aux États-Unis, c'est de faire sauter les bornes incendie, histoire d'avoir de l'eau à disposition, évidemment, ce qui est à proscrire totalement, mais on en arrive rarement jusque-là, parce que justement, des acteurs comme vous êtes présents sur le terrain pour essayer au moins que nos SDF puissent boire de l'eau, qui est l'élément essentiel de la vie. Si vous avez une expérience, une question, faites-le au standard au 0826 300 300, on vous attend pour vos témoignages. On se retrouve dans quelques minutes. Avant d'aller se balader en Savoie et en Isère, nous sommes le plus souvent dans nos villes pour traiter la sécurité et la vie de nos sans domicile fixe qui sont vraiment impactés par cette saison de sécheresse, qui est peut-être encore plus dangereuse pour eux que l'hiver froid. En hiver, on peut se couvrir, mais on peut pas se retirer sa peau en été, et donc on souffre de la chaleur. Il et elle souffrent de la chaleur. Alors avec nous en ligne, nous avons Vanessa Benoît, la directrice générale du SAMU social de Paris, et en studio Georges Balza, secrétaire responsable des maraudes du mercredi dans le 13e arrondissement. On est très parisien, mais c'est parce que c'est un phénomène qui est évidemment mis en exergue dans notre capitale. Alors Vanessa Benoît, je me posais la question pour les SDF, quelle est réellement la capacité d'accueil dans les villes de France? Est-ce qu'il est diurne? Est-ce qu'il est nocturne? Est-ce qu'on peut espérer, si on est SDF, avoir une place, et notamment pour dormir, parce que c'est une vraie question. Et ensuite, moi je me disais hors antenne avec Morgane, le droit au logement est un droit opposable, c'est dans la loi. Visiblement, ça ne marche pas encore complètement. Oui, tout à fait. Donc, il y a un réseau très développé de possibilités d'accueil, que ce soit en journée, donc ce qu'on appelle les accueils de jour, qui permettent de profiter de services, et puis aussi de commencer à nouer un lien, et puis des accueils de nuit. Un peu d'ombre aussi. Absolument, de l'ombre, en ce moment de l'ombre, de l'eau, des douches, voilà, tout ce qu'il faut. Et puis des hébergements de nuit sous différentes formes, des centres d'hébergement, des hôtels, etc. Il y en a beaucoup, puisqu'il y en a à peu près 200 000 en France, mais ça ne suffit pas à répondre à la demande. Et personnellement, je pense que ça ne suffit pas à répondre, parce qu'une fois que je suis hébergée, c'est très difficile d'en sortir et d'accéder au logement. Parce qu'il n'y a pas assez de logements, il n'y a pas assez de logements sociaux, donc accessibles à des gens qui ont peu de moyens, et il n'y a pas assez de logements qui soient adaptés. On a dit que tout le monde pouvait devenir sans domicile fixe. Georges l'a très bien rappelé. C'est extrêmement poignant d'entendre parler de ces personnes âgées qui ont sauté leur retraite et qui ont vécu dans leur voiture, des actifs qui travaillent depuis leur voiture parce qu'ils ont nulle part où aller. Il y a aussi des familles qui sont dans des conditions d'extrême précarité, et il n'y a pas assez de logements sociaux adaptés à toutes ces compositions-là. Dites-moi, est-ce que, Georges Balza, est-ce que vous qui êtes sur le terrain, vous apercevez qu'il y a une sorte de sédentarité des SDF? Enfin, est-ce que ce sont des itinérants dans nos villes, ou est-ce que vous retrouvez souvent les mêmes dans les mêmes quartiers? Ils s'attachent à un lieu, ils s'attachent à un quartier? Alors oui, on a des personnes qui sont comme ça, mais en fait chaque quartier a sa propre typologie, sa propre population. Par exemple, sur la zone de d'Enfer-Rochereau, il y a souvent des descentes de police, ce qui fait que les populations qu'on retrouve sont très mobiles. Et il y a aussi beaucoup de travaux là-bas, donc ils ne sont pas forcément au même endroit. Mais quand vous dites descente de police, c'est parce que c'est répréhensible d'être SDF? Non, c'est toute l'activité qui tourne autour, la mendicité, etc. Souvent. Voilà, ça peut être ça, ou ça peut être aussi c'est parce que ça dérange un peu les habitants, et les usagers, et les commerçants souvent. Mais après, certains commerçants sont assez compréhensifs et donc les autorisent à rester. Et on a d'autres qui sont très mobiles, qui n'arrivent pas à rester un peu sur place et qui se déplacent un peu à d'autres endroits. Et surtout au niveau de l'hiver, on a des gens qui restent surtout dans les parkings parce que c'est plus chaud.
et ils se retrouvent souvent au niveau des bouches d'aération et l'été, on n'a pas forcément au même endroit, les gens. On parlait à l'instant de l'accès au logement, du droit à l'accès au logement. Eh bien, cela tombe bien puisque nous avons Pascal Brice en ligne, qui est président de la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS. Bonjour Monsieur Brice. Bonjour Monsieur Brice. Bonjour. Bonjour. La FAS regroupe plus de 2000 établissements et services qui œuvrent pour la solidarité, plus de 800 associations dans le domaine, et propose un projet de loi, en tout cas qui veut le proposer au gouvernement, qui regroupe plusieurs points, on pourra en parler, mais notamment ce fameux accès aux droits qui n'est pas forcément connu de tous, les droits existants et les nouveaux droits aussi. C'est bien cela, Pascal Brice. Oui, vous voyez, on le disait dans votre échange. Le premier droit, c'est peut-être de faire savoir ce que l'on est, ce que l'on vit quand on est un enfant, une femme, un homme, dans les rues. Vous voyez, on ne sait même pas exactement combien sont ces personnes. Nous les voyons dans nos associations, mais on ne sait pas exactement combien elles sont. Et on ne sait même pas exactement ce qui se passe quand elles décèdent. C'est vous dire combien on est aux marges de la société. Et donc, moi, je vous remercie de consacrer ce temps d'antenne à leur situation, parce qu'il y a là quelque chose qui mérite évidemment une mobilisation collective. Vous avez vu Georges et son association des Lucioles. Il y a des milliers de Lucioles en France qui sont mobilisés, mais là il y a vraiment une situation qui mérite qu'on soit à l'action. Il faut être honnête, ce sont un peu des invisibles dans notre société. En tout cas, on veut les tenir hors de notre regard, et les médias sont les premiers concernés. Souvent, ce n'est pas très sensationnaliste d'aller montrer la situation des SDF. Alors on le fait souvent au cœur de l'hiver parce que voilà, c'est beaucoup de souffrance et que ça se rapporte aux fêtes de Noël en général, aux fêtes de fin d'année, où on se dit pensez aux autres, etc. Mais le reste de l'année est terrible, et notamment cet été, on le constate. Oui, c'est pour ça que ça mérite une action dans la durée. C'est-à-dire que c'est très important d'être et vraiment que les uns et les autres puissions faire ce que nous faisons auprès de celles et ceux que nous voyons dans la rue. Mais il faut vraiment qu'il y ait une politique, une mobilisation collective des pouvoirs publics et des associations dans la durée. C'est pour ça que nous avons besoin de places pour que ces personnes soient hébergées. Parce que vous voyez que l'enjeu, c'est non seulement de les aider à sortir de la rue, ce qui est difficile, parce que ce sont des personnes qui sont cabossées par la vie, pour des raisons de perte d'emploi, pour des raisons de rupture familiale, pour des raisons d'addiction, de problèmes de santé. Et donc, nous avons besoin de pouvoir les accompagner. Et c'est tout un travail, c'est pas seulement amener de l'eau, c'est fondamental, mais c'est aussi venir, revenir, Georges le sait bien, et son association, pour convaincre les gens de passer dans l'hébergement. Et pour ça, il faut des places d'hébergement. Moi, je veux vraiment alerter sur une chose. Le gouvernement a fait en sorte qu'il y ait un temps 200 000 places d'hébergement dans ce pays. Moi, je m'inquiète. Il va y avoir un débat sur le budget à la rentrée. Il va faire moins chaud à ce moment-là. Il ne va pas faire encore très très froid. Mais je voudrais qu'on n'oublie pas que nous avons besoin de ces places d'hébergement pour sortir les gens de la rue, surtout quand il fait très froid et très chaud, mais surtout pour faire le travail social, la santé, l'accès aux droits, l'accès au logement et même l'accès à l'emploi, parce qu'on parlait hier de problèmes d'emploi, par exemple pour les vendanges, qui est une activité qui ne demande pas une spécialisation extraordinaire. On pourrait très bien imaginer que des gens sans emploi, comme les SDF à un moment donné, puissent aller sur les vignobles français pour ramasser le raisin. Merci d'en parler. Vous avez raison. Il y a tellement d'entreprises, on le sait tous, des commerçants. Moi, chez moi, en région parisienne, à Malakoff, ma boulangère, elle cherche des gens pour bosser. Et donc, effectivement, vous avez des gens qui aujourd'hui sont dans la difficulté extrême, qui pourraient travailler, mais en insistant sur un point. C'est pas en appuyant sur le bouton en disant il y a du boulot, bosser, que ça suffira. On parle à des gens qui sont cabossés. Oui, il faut retrouver l'estime de soi avant de demander un emploi. Exact. L'estime de soi, la capacité physique, les repères horaires, parce que vous savez, quand vous êtes dans la rue, vous pouvez mettre totalement le sens des horaires, à la rue, dans les campements, dans les bidons. Donc oui, ça fait partie de cette mobilisation collective pour l'emploi, mais en prenant en compte le fait qu'il y a des gens qui vont pouvoir travailler très vite, mais celles et ceux qui sont dans la rue, mais pour ça, il faut que les associations aient les moyens en place d'hébergement, en accompagnement social, que les travailleurs sociaux qui sont des précaires et dans les précaires
soient valorisés dans ce pays pour faire ce boulot avec les bénévoles, quand il y a canicule, quand il fait froid et toute l'année. Et en parlant de travailleurs sociaux, excusez-moi Vincent, Pascal Brice, dans l'élaboration des politiques publiques que vous proposez à la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est revaloriser ces travails-là, ces emplois, notamment d'éducateurs spécialisés. Vous avez remarqué une baisse de demande dans ce secteur ? Bon bah c'est assez simple. Là, on se dirige vers une situation où il n'y aura plus de travailleurs sociaux et de travailleurs sociaux dans ce pays. Il n'y aura plus d'écoutants dans les 115, tellement c'est mal payé, alors que ce sont des métiers très durs. Et voyez combien, alors qu'on a 10 millions de pauvres dans le pays, alors on a quelques milliers dans les rues, mais 10 millions de pauvres dans le pays. Serait-ce que pour la dignité de ces gens, pour les amener vers le travail, on a besoin des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, vous n'en avez plus. Les jeunes ne sont plus dans les écoles de formation, ils ne sont plus intéressés par ces métiers. Donc oui, l'urgence pour notre pays, mais vous voyez, c'est une question de survie de notre société. C'est-à-dire comment on fait, vous voyez, on est dans un pays où on est dans un moment où on a peur de la violence quand elle s'exprime dans la rue, pas la rue, etc. Les travailleurs sociaux, c'est leur boulot d'accommoder tout ça. Donc on a besoin des travailleurs sociaux dans ce pays et ça fait partie effectivement des interpellations de notre fédération vers les pouvoirs publics. Vanessa Benoît le sait bien, qui est avec nous, la directrice générale du SAMU social de Paris. Est-ce qu'il y a un effort de votre côté qui est fait sur la formation, à la fois la formation du personnel pour des organismes comme le vôtre, ou la formation des SDF à retrouver une vie possible ? Oui, alors moi je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Pascal Brice sur la difficulté de trouver des professionnels. Je voudrais juste insister là-dessus. Nous, on ne peut pas fonctionner si on n'a pas des professionnels de qualité. Tout ce qu'on fait, c'est grâce à eux. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de les recruter. Voilà, c'est le mois d'août pour tout le monde. C'est étendu aux urgences, c'est étendu dans le secteur social, c'est étendu partout. On a beaucoup de mal à recruter les personnels. Mais comme disait Pascal Brice, septembre et octobre vont arriver rapidement et c'est là peut-être qu'il va falloir rebondir. Justement. Oui, tout à fait. Alors, par contre, vous m'interrogiez sur la formation. Oui, bien sûr, on a beaucoup investi le champ de la formation et de la sortie de l'emploi et de la sortie vers l'emploi. C'est des sujets qui sont compliqués pour les personnes dont on parle. Elles ont envie de travailler, donc c'est tout un travail de revoir quelles sont leurs compétences, quelles sont ce qu'elles ont envie de faire, ce qu'elles pourraient faire bien. On est très impliqué dans un dispositif qui s'appelle Premières Heures, qui est quelque chose qui permet à une personne qui n'a plus travaillé depuis longtemps de travailler quelques heures par jour, de retrouver ses réflexes de respect d'horaire, d'engagement dans un collectif. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Voilà, petit à petit, on peut faire progresser les personnes. Et pour moi, ce qui est très important, c'est de les orienter pas seulement vers des métiers peu qualifiés, mais vers des métiers qui vont permettre de les sortir de la pauvreté, où il y aura une progression possible à terme. Avec un échange. Et est-ce que, excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que être à la rue, ça peut se préparer? Je veux dire, sauf un accident de la vie vraiment très brusque, est-ce que si on voit qu'on vient de perdre son emploi, qu'on n'est pas encore sans revenu, etc., on peut se préparer d'une certaine façon à ce qui va arriver? Alors moi, je préférerais qu'on ne se prépare pas à être à la rue, mais qu'on appelle à l'aide. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, par pudeur, par fierté, essayent de se débrouiller tout seuls. Et donc, ce qui va se passer typiquement, c'est que si vous arrive quelque chose, vous allez épuiser toutes vos ressources. Vous allez épuiser vos économies, vous allez épuiser vos amis, vous allez épuiser vos proches, et vous appellerez le 115 quand tout est déjà en dernier ressort. Oui. Exactement. Et donc, je préférerais qu'il y ait des signaux d'alerte auprès des services sociaux, auprès des 115, auprès des associations, bien avant, parce que ce sont des choses qu'ils savent faire pour que les gens, en fait, maintiennent à flot, mobilisent leurs ressources pour éviter la plongée dans la rue. Et Georges Balza, on le rappelle, vous qui êtes sur le terrain toutes les nuits avec les Lucioles, il y a de belles personnes. Il y a de belles personnes chez les SDF. Ils sont vraiment... Il y a de la rédemption possible, la rédemption sociale. Oui, on a beaucoup de gens qui cherchent à se réinsérer, à retrouver un travail. On a déjà même une personne qui nous a avoué qu'il avait travaillé dans les vendanges à plusieurs reprises et qui lui a permis justement de retrouver un logement grâce aussi à l'appui de commerçants qui l'ont aussi proposé un emploi. Qui l'ont aidé, quoi. Qui l'ont aidé, qui sont tendue. Voilà. La solidarité primordiale, c'est ce qu'on entend. On sait que les Français sont généreux, mais il faut qu'ils l'expriment correctement aussi. Sachant que la solidarité pour les associations comme la nôtre, et comme le disait aussi monsieur Pascal Brice, c'est votre financement aussi. C'est surtout les financements. Voilà, nous, on fonctionne surtout sur les adhésions et les dons. On fait des demandes de subventions au niveau de la mairie de Paris, mais qui n'arrivent
Pas forcément, pas toujours. Et même nous, on n'a pas de local, mais on essaie justement de continuer à inciter les gens à donner et aussi à faire des adhésions, et aussi est-ce qu'on puisse avoir des subventions pour pouvoir aider au mieux, nourrir au mieux, choyer nos sans-abri pour les permettre de sortir, de toujours être écoutés, toujours à l'écoute, toujours être compris. Mobilisation générale. Beaucoup. Merci Georges Balza. Je rappelle que vous faites partie de l'association La Balade des Lucioles. Oui. Vous êtes le secrétaire de cette association. Nous avions aussi Vanessa Benoît, directrice générale du Salut social de Paris. Benoît. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à Pascal Brice qui était en ligne, président de la Fédération des acteurs de la solidarité.